Chers téléspectateurs, bienvenue dans Interrogeons-nous. Images, perception, souvenirs et concepts. C'est la thématique que nous allons débattre ce matin avec le professeur Mouchili. Professeur Mouchili, bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être venu échanger avec nous dans le cadre de cette émission Interrogeons-nous sur l'image, la perception, le souvenir et le concept, qui représentent chacun à son niveau je permettais la tautologie, une perception de notre être. Et notre idée étant de savoir comment est-ce que nous nous représentons dans l'histoire, qu'est-ce qui nous permet de nous projeter, comment est-ce que notre existence parvient à en faire des théories qui construisent l'humanité pour laquelle nous avons une responsabilité. Première question, comment est-ce que nous pouvons définir l'image et surtout l'image de soi? Bon, l'image de soi. C'est-à-dire, lorsque nous regardons notre parcours existentiel, quelle est la représentation que nous avons de nous-mêmes? De nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'on peut se faire une image de soi-même en termes de vie réussie ou de vie ratée. Parce que sinon, il ne s'agit pas d'une image absolument uniforme. Parce que la vie elle-même ne suit pas une linéarité uniforme. Il s'agit d'une image qui aura à la fois un sens logique, qui pourrait aussi avoir... Il pourrait ici y avoir à l'intérieur de cette image de l'absurde. Parce que lorsque Aristote recense les vertus qui peuvent caractériser l'humain, il faut se constater que toute notre existence ne dépend pas de ces vertus. On peut sortir de ces vertus. Quand même il dit qu'il faudra définir la vertu comme la capacité pour une chose de remplir exactement et totalement la fonction pour laquelle elle a été conçue. Oui. Ça signifie que quand vos yeux ne voient pas bien, vos yeux ne sont pas vertus. Et vous aurez donc quelle image de vos yeux par rapport à la vertu. Et là, on entre dans la perception raisonnée de l'image, qui n'est plus tout simplement une représentation mentale d'une chose ou une représentation qu'on peut faire de la chose à partir de la peinture, à partir de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. La photo est une image de nous, mais ça, c'est une image, comment je peux dire, qui nous retransmet notre apparence. Mais est-ce que notre image, c'est notre apparence? L'image peut se percevoir autrement. D'où la notion de perception, qui est à la fois le donné immédiat par rapport au contact que j'ai avec le monde extérieur, mais qui peut aussi être le construit qui est né de ce que j'ai un contact avec le monde, mais qui fait que je ne peux pas m'abandonner à ce qui est donné immédiatement pour penser ce que je suis. Du coup, dans ce construit-là, il y a ce que je vois, le présent, et ce que je me représente, l'avenir. Ce que je me représente et comment j'en fais une connaissance, un principe donné et intellectuellement construit et qui pourrait se comprendre de la même façon par tout le monde, voyez-vous? Oui. Parce que la perception, les yeux perçoivent, les sens perçoivent. La perception, notre mental perçoit l'image des choses, mais peut construire la signification de ces choses. Ça, c'est une perception au deuxième degré, ce n'est plus au premier degré. Voyez-vous? Bon, maintenant, vous avez parlé des souvenirs. Oui, souvenirs. Ce qui reste dans le temps de ce que nous avons construit comme image ou de ce que nous avons perçu, selon que notre intellect fonctionne ou selon que nous avons encore une sensibilité par rapport à ce que nous avons perçu du monde extérieur. Comment est-ce que cette perception du monde extérieur, antérieur à nous, influence sur ce que nous sommes aujourd'hui? Oui. Le concept, alors là, on est au niveau de la construction scientifique ou philosophique. Parce que le concept en philosophie est la représentation abstraite d'une chose. Et quand on dit, par exemple,
l'homme est un animal raisonnable. C'est un concept qui se traduit dans l'animalité et la raisonnabilité. Oui. Animal parce que nous sommes effectivement des animaux, nous avons des fonctions digestives biologiques qui nous déterminent. Mais par rapport à l'animal, nous pouvons nous projeter dans l'existence comme des êtres responsables de nous-mêmes. Et que finalement, tout homme pourrait se retrouver dans cette définition d'image mentale abstraite de cette perception-là. Parce que et ça veut donc dire que image, perception, souvenir et concept sont des concepts pour lesquels on peut trouver une transitivité. Oui. C'est-à-dire le fait que l'image est en relation avec perception, perception en relation avec le souvenir en relation avec la conception. Oui. Mais seulement, cela traduit les différentes étapes de l'intellect, de celui, donc de l'intellect humain capable de partir d'une donnée immédiate et construire une autre donnée qui va faire que la chose ne soit plus connue seulement à partir des représentations des sens, de ce que les sens nous donnent comme représentation de ces choses. Et nous sommes dans une dynamique dialectique qui va nous transporter vers la conception scientifique de la nature de chaque chose. Voyez-vous? Par exemple, une image nous est donnée à partir de ce que les sens ont perçu. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter aux données des sens pour penser la réalité de la chose? Non. Quelle perception donc faut-il avoir de la chose? Il faut une autre construction. Pour que cette chose quitte des choses tout simplement en réel, comme on en parle en science. Et là, nous sommes déjà dans une logique de construction. Et dans la logique de construction du réel, on aura l'image d'une chose est fonction de l'ensemble, de la maîtrise que nous avons de l'ensemble des attributs caractéristiques de cette chose. Cette chose-là. Voyez-vous? Oui. Vous voyez qu'on est déjà dans l'intellectualité de la perception de l'image, dans une construction intellectuelle de la perception d'une image. Et là, image renvoie maintenant à une signification plus objective et plus scientifiquement déterminée. Voyez-vous? Donc, tout dépend maintenant de là où se situe le sujet qui veut donner un sens, soit à une perception, soit à une représentation idéale, soit à un cheminement historique d'un peuple. Vous voyez, comment perçoit-on telle chose entre telle année et telle autre année? Voyez? Alors, à ce niveau, il est question de mener une étude qui va nous donner le renseignement sur le sens même du choix de l'orientation de l'existence et l'étude des capacités, des caractéristiques et de la nature même qu'un peuple veut donner à son existence. Voyez-vous? Et maintenant, le souvenir, on peut en faire synonyme d'histoire. C'est-à-dire, quand on parle d'histoire, il ne s'agit pas tout simplement de maintenant. Il s'agit à la fois de maintenant, du passé et du futur. Parce que l'histoire se fait dans le temps et dans l'espace. Avec ce qui dépend de nous, ce qui est de nous en tant qu'individus, oui, et ce qui est de la collectivité à laquelle on appartient. Oui, parce que là, l'histoire est vécue à deux niveaux. Oui. À l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Oui. Bon, maintenant, est-ce que il ne faut pas comprendre ces différents concepts comme des éléments que crée notre intelligence en vue de donner à notre existence une dynamique, c'est-à-dire une quête civilisationnelle permanente. C'est-à-dire, on refuse de s'abandonner à une image fixe, on décide de croire que l'image se construit en permanence et on ne va pas vouloir que cette permanence de la construction de l'image qu'on voudrait qu'on perçoive de nous et qu'on retienne de nous par rapport aux souvenirs qu'on aura de nous ou à notre histoire, qu'on puisse avoir à partir de l'ensemble de ces images un concept pouvant
nous désigner. C'est-à-dire, à ce niveau, on est au niveau de la scientificisation d'une perception qui devrait être la représentation d'un peuple, d'une chose, d'une donnée, d'une réalité. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que ce sont des éléments, ces concepts sont des éléments pouvant marquer notre dynamique dans l'usage de la méthode en vue de connaître. Et en le disant, vous avez entamé ma deuxième question, ma deuxième grande question. C'était justement de savoir comment est-ce que cette éthique de la subjectivité s'accorde avec la liberté. Disons que si on n'est pas capable de concevoir, on ne peut pas se penser comme un être libre. Oui. On va s'abandonner à l'image immédiate que nous avons de nous-mêmes, comme des êtres qui devraient s'adapter aux données environnementales. Voilà. Bon, maintenant, la liberté vient à partir du moment où ce qu'on perçoit du réel ou du donné naturel peut être conçu autrement. Et on peut refuser de s'abandonner à ce à quoi ce qu'on a perçu nous invite immédiatement. On peut décider d'en faire autre chose, de transformer cela en l'opportunité permettant de vivre autrement le donné immédiat. Maintenant, on construit le donné immédiat en le transformant afin qu'il réponde à d'autres considérations ou à d'autres sollicitations de notre curiosité, qui est notre caractéristique naturelle. Prof, sauf que quand on regarde l'humain en général, parfois l'humain se satisfait de sa condition, il s'adonne à une croyance, il se donne une perception de lui-même qui parfois ne le pousse pas à s'interroger suffisamment sur la condition dans laquelle il naît. La dernière fois, nous avons discuté du mythe. Et ramener à cette thématique-ci, est-ce que on ne peut pas penser que qu'est-ce qui peut, sur le plan du cerveau, expliquer que certains humains, à un moment donné, se contentent de ce qu'ils sont, de l'explication qu'ils ont d'eux et hésitent à se projeter autrement que ce qu'ils sont. Il faut savoir que le cerveau est par nature paresseux. Le cerveau, tel qu'il est conçu, tel qu'il agit naturellement, ne nous invite pas immédiatement au travail. C'est à force d'efforts, je ne sais pas si ça peut se dire. C'est tant mieux, puisque nous comprenons. C'est dans un effort continu de sollicitation du cerveau qu'on habitue le cerveau à accepter la culture du travail. Voyez-vous? Ça signifie que on ne peut pas vouloir tout simplement que le cerveau travaille. On doit pouvoir bousculer le cerveau et lui donner un rythme effréné et continu de ce travail. Sachez donc que la paresse peut être une caractéristique de l'humanité. Je peux encore revenir à Aristote sur ce qu'il entend par la vertu. La vertu, comme caractéristique d'une faculté, n'est pas... comment on peut dire ça? Ce sont les sollicitations culturelles et la capacité de répondre à ces sollicitations culturelles qui nous permettent de mettre en activité les facultés qui peuvent nous aider à atteindre l'objectif de ces sollicitations. Ça veut dire que si on croit qu'on est dans l'abondance et que on peut être minimaliste parce que ce qui nous est donné par notre situation de vie dans l'abondance satisfait au moins nos instincts basiques, alors on demeure dans la paresse. Mais on se débarrasse de la paresse à force de travail. Voyez-vous, on ne peut pas se dire à partir de demain matin, je serai plus paresseux. Non. C'est une volonté permanente qui se manifeste en acte et qui contraint le cerveau à être déterminé par une sorte de capteur. C'est-à-dire, on aura l'impression qu'on a des capteurs cérébraux qui, lorsque nous sommes en face d'une tâche à accomplir, ces capteurs
nous oblige à nous mettre au travail. Mais il faut avoir eu l'habitude de travailler. Tout ça part de l'éducation. Tout ça part de l'éducation. Quand un enfant naît, les manifestations de son cerveau, c'est de réclamer d'avoir de manger, c'est de réclamer, de se plaindre de la douleur. Les vertus naturelles du cerveau. Oui, ce sont les vertus naturelles. Se plaindre de la douleur et manger. Il n'y a que les fonctions basiques que le cerveau commande. Puisque nous ne sommes pas avec un cerveau accompli ou à maturité. Le cerveau prend un temps pour sa maturation. Parfois, on atteint 20 ans que le cerveau n'est pas encore totalement accompli. C'est pour cette raison que la fontanelle est ouverte. Si ce ferment, on va ouvrir pour que le cerveau prenne le temps de se maturer. Voilà. Donc, l'éducation se fait étape par étape en fonction de l'étude qu'on a fait du cerveau de l'enfant en fonction des âges. Voyez-vous? Bon, et selon ces âges, on va adapter l'éducation à sa capacité de compréhension. Voyez-vous? Bon, à partir de ce moment-là, l'image que le petit de l'homme se fait d'autrui, c'est dans le sens de la négation de l'existence d'autrui. Parce qu'il pourrait voir autrui comme un compétiteur par rapport à ce qu'il a à consommer pour survivre. Mais il faut bien qu'il atteigne un certain âge pour que l'éducation l'adapte à comprendre qu'avec autrui, il peut former un groupe plus fort et en avoir plus. Et il peut ne plus se contenter seulement de ce qu'il doit consommer pour sa survie. Il y a des besoins de civilisation auxquels il devra s'adapter, qui devront même passer avant les besoins de survie à un certain moment, les besoins naturels qui sont obligatoires et qu'il faut remplir absolument. Parfois, les besoins de civilisation passent avant les besoins naturels. Nous sommes en train de faire une émission. Nous ne sommes pas obligés de la faire pour vivre, mais il faut la faire parce qu'il y a des besoins de civilisation. Voyez-vous? Bon, ça signifie que le cerveau a compris qu'il ne peut pas tout simplement réclamer à manger. Il peut aussi réclamer la connaissance. Et le cerveau, donc, est disposé à actionner nos capacités de curiosité afin que la recherche constante de la satisfaction de notre curiosité soit ce qui booste le cerveau à ne jamais accepter le repos continu, mais à ne se trouver à l'aise ou bien rafraîchi ou oxygéné qu'en faisant l'effort. Oui, qu'en fournissant des efforts, oui. Prof, pour transiter entre image, perception, souvenir et concept, puisque notre objectif c'est le concept, finalement, évoquons quand même la notion de la fatalité et insistons un peu sur la question de la chance, qui socialement est entretenue comme le moteur de toute existence. On dit, il fait ceci parce qu'il est chanceux, il réussit ceci parce qu'il est chanceux. Comment est-ce que disons-nous aux téléspectateurs qui nous regardent pour qu'ils se lèvent pour s'interroger même sur la nature et cette question de chance-là? Il faut savoir que la persévérance crée des opportunités. Et ces opportunités vont donner lieu à des ouvertures par rapport aux solutions que nous cherchons pour répondre aux questions que nous nous posons ou alors pour faire face aux difficultés existentielles. Ça veut dire que même la chance ne se donne pas aux paresseux. La chance n'accorde ses faveurs qu'à ceux qui persévèrent. Je le dis constamment. Mais ce que je dois dire, c'est que un cerveau non cultivé ne saura même pas saisir ses chances parce qu'il ne saura même pas ce qu'on appelle chance. En quelle occasion a-t-il eu l'opportunité d'avoir la chance de... C'est-à-dire, la vraie chance, c'est de savoir comment transformer les obstacles en opportunités. C'est ça la chance. Comment transformer les obstacles en opportunités. Si on ne peut pas le faire, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Bon, parce que la chance, il y a des accidents qui ne sont pas nécessairement mortels, mais qu'on ne peut pas assimiler à la chance, voyez-vous. J'ai perdu mon argent par accident,
et accidentellement vos yeux vous dirigent vers cet argent. Hein? Ça, c'est la contingence. Bon, maintenant, est-ce que je dois dire que c'est la chance? Sauf si je ne comprends pas que la chance arrive parce que je me suis créé des opportunités. Et parmi les opportunités, il y a une qui peut être la plus prospère pour me mener vers un idéal qui est mon objectif d'existence. Oui, oui. Nous ne devons pas prendre la chance comme si un pays pouvait subitement recevoir des aides lui permettant de sortir du sous-développement. Non. On peut transformer les aides en moyens de développement. Alors, voilà que ces opportunités qui nous sont accordées par les autres pour que nous puissions amorcer un processus de développement doivent être saisies comme des chances de se développer. Voyez-vous? Mais parce que, chance de se développer parce qu'il faudra rembourser. Ça ne peut pas être une chance si après vous allez crouler sous le poids de la dette. Voyez-vous? Ce n'est qu'une chance parce que ça vous aura donné les moyens de renforcer vos capacités, de rembourser et de pouvoir prêter à d'autres. Voyez-vous? Voilà à quelle occasion ça peut être une chance. C'est-à-dire transformer une opportunité en moyen de développement de façon à ce que vous puissiez vous élever et être capable de faire la même chose pour les autres. Est-ce qu'on peut penser que la chance, c'est l'opportunité que nous avons créée? Oui, oui. C'est l'opportunité que nous avons créée à force de persévérance. À partir de ce moment, on peut remplacer peut-être le terme chance qui en réalité signifie quelque chose de compliqué ou ne signifie pas grand-chose par opportunité. Non, parce que même les paresseux se disent candidats à la chance. Voyez-vous? Oui. C'est pour qu'on sache que ce n'est pas tout le monde qui est candidat à la chance. On mérite d'être chanceux. Voyez-vous? Bon, sauf que lorsque nous transformons tout, même des... c'est-à-dire, vous n'avez pas été à l'école, vous n'avez pas une culture intellectuelle vous permettant de créer vos propres opportunités, vous n'avez pas une éducation suffisamment qui vous engage à une existence où la seule mesure de réussite est l'effort. Mais vous avez trouvé, par exemple, prenons trivialement, une femme qui épouse un riche homme d'affaires et qui a tout, elle se dit chanceuse. Elle ne peut pas se dire chanceuse. C'est-à-dire, si elle veut dire qu'elle est chanceuse, ça signifie que c'est vrai. Elle est sortie d'une possible fin permanente. Mais au moins, ça ne devient une chance que lorsque cette opportunité est devenue pour elle un moyen de s'investir également dans l'existence. En ce sens, elle voudrait agrandir le spectre d'action de récolte, de financement. Voyez-vous? Mais si on est juste consommateur, ça veut dire que assurer sa survie, moi je ne pense pas que ce soit une chance. Parce que la liberté, c'est être capable de vivre par soi-même et pour soi-même. Ce n'est pas la liberté que de vivre aux dépens de quelqu'un d'autre. Parce que la force économique de l'autre t'avilit. Sa force de financement te ramène à une chose moins importante qu'un être humain au sens premier du terme. Et ça signifie que la chance que nous avons, c'est comment saisissons-nous les opportunités qui nous sont données pour réussir dans l'existence. Luc Ferry a écrit un livre intitulé « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?» La vie réussie n'est pas une recette. La vie réussie, c'est dans la tension permanente entre l'être et le devoir être. C'est-à-dire, le refus permanent de déjà là. Parce que nous fournissons des efforts pour toujours engranger un nouveau plus-être est la signification d'une existence réussie.
jamais l'installation dans un état d'être où on a l'impression d'avoir tout eu. Ça ne peut pas être une vie réussie. Et c'est à ce niveau que Luc Ferry rejoint Jean-Paul Sartre, pour qui la vie, l'existence, consiste en un projet permanent. Le dévoilement du Dasein de Martin Heidegger ne cesse pas de se dévoiler au cours de l'histoire. C'est parce qu'il n'a qu'un laps de temps à vivre que sa course dans le temps s'arrête. Voyez-vous? Mais ça ne signifie pas que l'homme va devenir un être fini dans sa définition, dans sa signification. Il est un être fini parce qu'il peut être arrêté par le temps. Oui, alors il est toujours arrêté par le temps. Et je reviens là à ce niveau au concept de fatalité. Mais nous sommes aujourd'hui dans des types de médecine qui sont prédictives, qui sont régénératives et qui sont augmentatrices. On veut faire de la vieillesse et de la mort non pas nécessairement des fatalités, mais des maladies qui peuvent être soignées. Ne soyez pas surpris que d'ici 30-40 ans, qu'un vieux de 100 ans puisse être champion de 100 mètres, parce qu'on aura réussi à retarder le plus possible le vieillissement de ces cellules. Nous mourrons parce que nos cellules vieillissent naturellement, mais on peut retarder. On peut faire croître la longévité humaine, l'espérance de vie de l'homme, sans que ce soit parce qu'il mange bien, il dort mieux, il est de moins en moins victime de maladies, mais parce qu'on a structuré son organisme de façon à ce que les cellules ne vieillissent plus avec le même rythme qu'aujourd'hui. Et du coup, on peut penser que nos perceptions de nous-mêmes peuvent relever un défi à ce qu'on considère comme une nature qui peut être fatale. Oui. Nous le faisons même déjà. Oui. Nous le faisons déjà parce que il y a déjà même des médecines esthétiques. Vous pouvez décider de changer de visage. Si vous voulez devenir blanc, vous pourrez le faire aujourd'hui. Sauf que vous ne serez pas génétiquement constitué de manière à ce que votre descendance aussi devienne blanche. Oui. Là, il faudra faire toute une thérapie génique pour remplacer les gènes responsables de la mélanine avec d'autres gènes qui pourraient déterminer vos futurs enfants à être des blancs. Mais cette manipulation est déjà perceptible, est déjà réelle à l'échelle de NBIC. J'entends par NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, intelligence artificielle, cognitivisme, les sciences cognitives. C'est-à-dire, on peut réparer tous ces aspects de l'homme, de reconstituer de façon à ce que... Vous voyez, aujourd'hui aux États-Unis, des gens réclament l'accès à la chirurgie réfractive. J'entends par chirurgie réfractive la possibilité de développer son champ visuel au-delà du naturel. Parce qu'il y a les États-Unis sont un pays où on aime particulièrement le golf. Et que les gens ont la force de taper dans un ballon pour que ça tombe même à 3 km. On voudrait que même si le trou dans lequel doit être logé le ballon pour qu'on marque un point se trouve à 3 km, qu'il soit visible. C'est ce que j'entends par chirurgie réfractive. Ça, c'est déjà possible aux États-Unis. Oui. Voyez-vous. Bon, maintenant, est-ce qu'on va interdire à celui-là d'avoir le droit de voir au-dessus du champ visuel naturel? Et ça remet en question les droits et les lois que nous nous fixons. Les lois doivent-elles être flexibles ou non? Nécessairement, elles doivent être flexibles. Parce que l'histoire est telle que nous ne pouvons pas avoir des lois qui ne bougent pas. Alors que nous-mêmes, dans notre civilisation, nous sollicitons de nouvelles choses qui peuvent imposer de nouveaux droits pour chacun. Voyez-vous? Et s'il fallait s'abandonner aux principes chrétiens, aux principes religieux, qui fixent une image de l'homme qui ne bouge pas, on deviendrait des sociétés obscurantistes. Je faisais une recherche. J'ai constaté que entre les humains, il y a des exceptions qui peuvent remettre en question toute notre histoire des relations humaines, surtout dans le cadre du mariage.
Il y a des hommes qui sont nés avec à la 23e paire de chromosomes des triplets. On a des super mâles avec XYY, des super femelles XXX, des hommes à tendance féminisée XXY. Mais comment devons-nous faire de ces exceptions par rapport à la gestion sociale de la sexualité? Quand vous vous dites, je dois respecter ma religiosité en m'enfermant dans une sorte de monogamie, alors que je ne sais pas si je suis super mâle ou super femelle, et je ne sais pas si mon épouse est super femelle. Oui, elle peut être tout simplement une femelle XX dans la description de la 23e paire de chromosomes. Et si elle est XXX, puisque la sexualité s'exprime comme un besoin de satisfaction d'une certaine tendance qui va jusqu'au rapport sexuel, et vous ne serez pas compétent pour satisfaire cette femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il, si vous avez une femme super femelle, inviter vos voisins à vous aider ou pas? Donc, c'est bon, ça peut. C'est une réflexion. Oui, c'est une réflexion. Oui. Mais est-ce qu'on tient compte de ces sensibilités? Même si l'éducation peut aider à contenir certaines pulsions naturelles, il n'y a que ces pulsions, à force d'être, comment on dit souvent en psychologie, refoulées, peuvent rejaillir. Et vous devenez un désastre pour la société. Ouais. Voyez-vous? Bon. Est-ce qu'il faut repenser le mariage à l'intérieur des religions si on doit tenir compte de ce type d'êtres humains? Des super mâles, des super femelles, tout ça, qui sont des données naturelles, hein? Ce n'est pas qu'ils ont subi une modification génétique. Ils arrivent au monde comme cela. Il faut bien se poser la question de savoir comment les gérer et qu'est-ce que la religion réserve pour eux. Doit-on continuer à créer des schismes à l'intérieur des religions, comme dans le cas de l'église anglicane, où un roi d'Angleterre, ne pouvant sortir de la logique dynastique, a décidé de prendre une autre femme pour que la dynastie continue, et en rompant avec l'église catholique pour créer l'église anglicane, où c'est le roi ou la reine d'Angleterre qui se trouve au sommet. Faut-il réformer à l'intérieur la perception même du mariage, des relations, ou bien de la sexualité à l'intérieur des religions? Et qu'est-ce qu'il faut faire de ces gens qui sont des exceptions organiques et sociales? Il y a ça qu'il faut gérer. Et maintenant, celui-là, qui par nature est plus organiquement déterminé par des hormones qui relèvent de la féminité, qu'est-ce qu'il faut en faire? Doit-on continuer à penser qu'il s'agit de la volonté de ceux-là de créer le désordre sexuel au point où on a l'impression qu'on veut dériver dans des sexualités travesties? Bon, c'est pour dire que l'humanité, sa saisie, demande un effort permanent. Mais qui peut fournir cet effort? Nous sommes habitués à avoir des jugements hâtifs. Et ces jugements hâtifs nous mènent souvent à la justice populaire. La masse ne pense pas. La masse ne se rendra pas compte de ce qu'elle a posé comme acte. Même celui qui pose l'acte de justice populaire peut ne pas se l'expliquer. Oui, parce que lui-même peut ne pas savoir qu'il est un super mâle ou une super femelle s'il s'agit d'une femme. Moi, je me dis, c'est vrai que nous sommes en train de dériver. C'est des illustrations qui permettent de comprendre que... C'est pour dire que on a pensé l'humanité dans nos traditions religieuses comme s'il s'agissait d'une personne. L'humanité n'est pas une personne. L'humanité, c'est un ensemble d'individus. Chacun avait ses caractéristiques. Et à ce niveau, comment penser notre religiosité de façon à embrasser toutes ces différences, ces divergences, qui ne sont pas nécessairement culturelles, mais des déterminations biologiques qu'on ne peut effacer et qu'on doit pouvoir contrôler. Ou alors, et c'est ma question, comment est-ce que nous réussissons à être au-dessus de ces religiosités
qui nous empêche d'être des penseurs libres d'une nouvelle existence qui nous permet de nous concevoir toujours autrement, ou bien d'être des possibles autrement. Nos États contemporains sont au-dessus des religions, d'où la laïcité. Et dans cette laïcité, il faudrait toujours lutter pour que s'affirme la liberté et les droits de l'homme. Mais prof, si on sort de ça c'est vu sur le plan collectif. Oui. Maintenant, comment est-ce que cette action se fait sur le plan individuel, puisque c'est l'addition des individualités qui fait la collectivité? Non, non, non. C'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est l'addition des individus qui fait la collectivité que la loi ne va pas s'imposer à tout le monde. Dans le principe du contrat social, les individualités sont appelées à disparaître au profit de la recherche pour la communauté. Ça ne signifie pas qu'il faut plus satisfaire ses besoins individualistes, mais ça signifie tout simplement que l'individu passe après le collectif. Prof, dans le cadre d'une image de soi qu'on veut construire, Oui, oui. quand on veut construire son image, il est important qu'on déclenche la dimension de liberté, la capacité de liberté qui nous permet de nous interroger sur les choses auxquelles on croit, sur les associations qu'on pratique, sur des règles, sur les morales sociales dans lesquelles on s'est investi pour savoir comment est-ce qu'on se positionne en tant qu'individu, individué, capable de participer en toute responsabilité à l'existence avec les autres. À ce niveau, il faudra différencier entre personne, personnalité et personnage. Oui. Voyez-vous. Et on n'est pas le tout le temps. En société, on joue Un rôle. un rôle. On est dans un personnage. La personne qu'on est se différencie du personnage quand on mène sa vie privée. Mais les deux, le personnage et la personne, construisent la personnalité. Et parce que c'est la même personne qui est publique et qui est privée par rapport à ces différents niveaux de vie. Mais en ce moment, on doit tenir compte de tous ces aspects. Parce qu'il y a la vie publique et la vie privée. Et dans la vie privée, je ne pense pas que l'État pourrait se constituer à nier les exceptions sociales. Voyez-vous, ces exceptions sociales qu'il ne faut pas anéantir, mais qu'il faut accepter comme telles. Comment gérer cela? Et il faut savoir que dans la vie privée désormais, il y a l'appartenance religieuse. Parce que le religieux a été privatisé avec l'avènement de la modernité. Voyez-vous, l'espace public n'est pas le lieu d'exhibition de sa vie privée, de ses convictions personnelles. Mais c'est le lieu d'émancipation de son être par rapport à l'autre. Voyez-vous, d'exhibition de son être par rapport à l'autre. Bon, maintenant, est-ce que il faut mettre la pression sur des pulsions relevant de ce qu'on appelle l'exception culturelle? Je ne pense pas. C'est pour ça que la volonté est telle que, quand même, vous verrez que dans des pays où on refuse la polygamie, on accepte quand même les amitiés, hein, les maîtresses. Voyez-vous, on ne peut pas contenir cela. On ne peut pas le contenir. Mais seulement, tant pis pour vous si vous êtes un personnage public qui vous livrez à des actes malsains par rapport à la responsabilité que vous assumez en tant qu'acteur public. Voyez-vous, c'est pour ça que vous regardez une floraison des procès pour ceux qui posent des actes, disons, qui n'honorent pas leur personne, selon qu'ils sont tels ou tels dans la hiérarchie institutionnelle. Bon, maintenant, est-ce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas été appelés à la barre ne font pas la même chose? Peut-être ce sont des personnages négligeables en fonction de l'échelle sociale qu'ils occupent selon l'organisation politique de la société. Bon, maintenant, est-ce que donc il faut... Mais ce qu'on doit dire, c'est que la liberté consiste à consacrer des possibles occasions d'initiative individuelle. Parce que ces initiatives, à partir du moment où on découvre en vous des possibilités d'existence, des choses qui vous orientent vers super mal, il faut bien qu'on laisse exprimer cette capacité en vous. Parce que, je ne sais pas si c'est la chance ou c'est la malchance, mais la société est structurée de telle sorte qu'il n'y a pas égalité de nombre entre les femmes et les hommes. Maintenant, il pourrait y avoir un problème.
est-ce que la super femelle aura les mêmes opportunités de combler cette sensibilité que le super mâle qui aura devant lui une floraison? Bon, maintenant, tout dépend de là où on se trouve, de l'éducation qu'on a reçue et de comment on entend gérer ce qui fait notre exception par rapport aux autres. Prof, est-ce que l'image, la perception et le souvenir ne sont pas conduits par le concept? Oui, disons que et que le concept est l'expression suprême, entre guillemets, de la liberté de soi. Oui, là, la deuxième question, c'est oui, naturellement. Mais maintenant, l'homme vit comme si en lui existait plusieurs étages. L'étage de la sensibilité, qui perçoit les choses au premier abord, c'est-à-dire dans l'immédiateté, et en donne un sens qui peut ne pas être un construit scientifique. Le sens de la perception qui dépasse la sensibilité, qui dépasse la perception première, parce qu'on veut définir l'image pour savoir si le donné immédiat qui permet de construire une image première dans notre entendement peut suffire à dire la signification de la chose. Ou alors, faut-il aller au-delà de la perception immédiate pour comprendre autrement le réel? Voyez-vous? Bon, on ne va pas élaborer cela sans toutefois être amené à confronter le construit conceptuel à la première idée qu'on a eue, tout simplement à partir de contact de sens. Parce que l'image immédiate, chez Bachelard, c'est un obstacle épistémologique qu'il faut absolument dépasser. Voyez-vous? Il faut arriver au niveau d'une perception construite du sens de la chose pour que la signification donnée à la chose soit perceptible par tout le monde comme le seul moyen de penser cette chose et d'en faire une donnée scientifique. Prof, quand vous dites perception construite, je voudrais, si on dit perception en construction, ou bien toujours en construction, oui, peut-être que ça permet... Si vous voulez avoir... On n'a pas une image totale d'une chose, ce qui est certain. Bon, maintenant, la conceptualisation n'est pas un processus qui pourrait arriver à son terme juste parce qu'on a fini de donner une définition à une chose. Mais selon que les données scientifiques se renforcent et augmentent notre capacité de voir la chose, le concept, dans son entendement, va évoluer, s'élargir et s'augmenter en se corrigeant ou en se modifiant. Parce que ce qu'on avait de l'idée d'un objet de science pendant la période classique, l'idée qu'on en avait, l'image qu'on en avait, n'est plus la même chose. Aujourd'hui, nous sortons carrément du concept d'objet pour entrer dans celui de réel. Pourquoi? Parce que l'objet n'est plus tout simplement le donné immédiat, l'objet de science. Mais le nom que nous donnons à une chose renvoie à un niveau de compréhension des caractéristiques de cet objet. Voyez-vous? C'est-à-dire, quand on donne un concept qui signifie une chose, le contenu du concept est représentatif de l'ensemble d'éléments structurants, organisant et déterminant le fonctionnement de la chose. Voyez-vous? Ce n'est plus la description d'une donnée immédiate. Voyez-vous? Oui. Donc, selon qu'on passe de la période classique dans la perception scientifique de l'objet à connaître à la période moderne dans la perception du même objet à connaître, il y a une différenciation méthodologique à partir du moment où la science devient davantage expérimentale. Et on utilise les instruments qui quantifient et mesurent l'objet pour désormais déterminer la signification de ces objets.
D'où le concept de réel. Parce que l'objet de la science est une construction du sujet. Et il n'y a plus possibilité de penser une indépendance entre l'objet à connaître et l'observateur qui veut connaître. Il y a que le sujet détermine même le principe d'objectivité qui structure la méthode qui conduit à la connaissance. Oui, oui. Et c'est à ce niveau que le concept naît, qui ne naît pas comme la photographie simple de la chose, mais comme l'idée renseignée de la chose, à la fois à l'échelle intrinsèque, c'est-à-dire dans l'activité intérieure qui a lieu à l'intérieur de l'objet. Pourquoi aujourd'hui, quand on pense l'objet, on se dit qu'il s'agit d'une chose qui n'est pas déterminée par un fixisme ou par la stabilité. Le principe de la non-inertie de la matière est né de ce que, aujourd'hui, on ne connaît pas la matière seulement à l'échelle macroscopique, mais en voulant comprendre la matière à l'échelle microscopique, on découvre qu'elle n'est pas stable. Et c'est pourquoi on a aussi la possibilité de penser que nous n'avons que... nous ne connaissons de la matière qu'un aspect de ce qu'elle n'est pas. Parce que il n'y a pas un principe ontologique menant à la connaissance de la chose en soi. Il n'y a qu'un processus objectivement déterminé, objectivement déterminé par la subjectivité, qui rend compte du réel selon que les instruments peuvent nous le renvoyer. Et c'est pour cette raison que beaucoup de philosophes contemporains, à la place d'ontologie, pensent l'ontogenèse. Voyez-vous? Parce que, même matin, c'est Michel Onfray, il dit l'ontologie est l'étude de l'être en l'absence de l'être. C'est l'ontogenèse qui renvoie à l'être comme on devrait le percevoir, parce que nous sommes des êtres temporels, historiques, et n'avons la connaissance des choses que dans l'histoire et dans le temps. C'est-à-dire dans le temps et dans l'espace. Or, Platon, lui, pensait qu'on pouvait connaître parce que notre connaissance n'était qu'un souvenir. C'est-à-dire, on se souvient de ce qu'on a connu totalement et parfaitement lorsque nos âmes ont précédemment vécu dans ce monde où elles connaissaient tout, mais sont devenues oublieuses parce que l'incarnation des âmes dans les corps a été une chute si brutale que ces âmes sont devenues oublieuses. Il faut donc utiliser la théorie de la réminiscence pour être capable de comprendre la nature des choses. Et ça signifie que chez Platon, nous recherchons la connaissance des choses que nous connaissions déjà. Or, la perception contemporaine de la science nous renvoie à la connaissance des choses que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais connues. Oui, oui, parce que la science contemporaine fait des sauts dans l'inconnu. Oui, oui. Et du coup, on peut, et c'est la dernière question, se demander comment est-ce que l'imaginaire parvient à nous stimuler pour construire notre personnalité historique. Bon, pas l'imaginaire, mais l'imagination. Oui. Bon, l'imagination est une marque de l'être curieux qu'est l'homme. L'être curieux qu'est l'homme a la capacité de se demander pourquoi ce qui est ne l'est pas autrement. Voyez-vous? Pourquoi un oiseau qui vole ne peut pas transporter un homme? La faiblesse de l'oiseau est telle que sa constitution morphologique, sa capacité de résistance par rapport à la pesanteur et parfois sa masse en fonction de l'homme, ça ne peut pas lui permettre. Ça veut dire qu'on peut fabriquer un avion. Ouais. L'imagination nous amène à créer un monde virtuel qui pourrait être réalisé factuellement. Voyez-vous? Ça signifie à ce niveau que la marque de l'intelligence est la capacité pour l'homme de faire en sorte que le donné naturel ne le détermine pas, mais
que sa capacité à concevoir le pousse à la réalisation d'un monde non donné, mais créé, imaginé, à partir des possibles transformations qu'on peut exercer sur la nature. Par conséquent, notre devoir en tant qu'homme, c'est de déconstruire ces images acquises qui nous influencent pour pouvoir nous projeter toujours et toujours dans l'avenir. Il s'agit pour l'homme de savoir qu'il est défini par 3 concepts: volonté, raison et liberté. Ça veut dire que l'existence doit être absolument un engagement qui doit nous transporter de ce que nous sommes à toujours un autre état d'être qui ne ressemblera jamais à l'être du passé. C'est-à-dire, nous voyageons dans l'histoire comme des êtres en conquête permanente, en conquête permanente d'un plus-être. Merci infiniment, professeur Mouchili. Merci d'avoir échangé avec nous sur l'image, la perception, le souvenir et le concept. Un dernier mot, certainement pour le téléspectateur qui nous regarde, surtout dans le sens de... Parce que ce qui résume tout ce que nous avons dit, c'est le questionnement. Oui. Ça veut dire que l'existence humaine est un engagement permanent qui ne s'estompe pas, quel que soit le niveau de félicité qu'on peut avoir atteint. Il faut penser que l'homme est toujours en décalage par rapport à son être actuel. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner pour venir participer à ces cafés, à ces échanges fructueux, ces échanges intellectuels sur le monde, sur nous-mêmes, sur ce qui est autour de nous, sur nos perceptions des choses, sur nos perceptions de la réalité. À très bientôt sur Africa TV. Merci, professeur Mouchili. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Merci, prof.